Mesdames, Messieurs, je vous demandais d'applaudir très très fort la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Voici maintenant une belle femme qui a aussi écrit les belles pages artistiques de notre pays. Je vous demande de saluer Marie-Thérèse Appice. Il vous dit non, si le fromager devenait comme camion qui était dans l'œil, pour vous dire non, Koutou Papo n'est pas le fromager, il est un gaillot. Je vous demande d'accueillir cette autre Ivoirienne qui rend hommage au président Gbagbo. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, l'artiste DJ c'est parti, Accra Guina, qui défend les couleurs nationales. Accra Guina, mesdames, messieurs.
Monsieur Cézot. Oh lesquels, les patriotes, mais je vous sens pas là. Vous êtes là les patriotes? Oui. Voilà, je vous sens maintenant. Les patriotes, vous êtes là? Oui. Viens voir, monsieur le maire, on vous remercie pour que vous soyez à côté de la Côte d'Ivoire. Mais l'homme qui s'envoie, mais la forêt est disponible pour nous, les immigrés qui vivent en France. On lutte pour nous, on lutte pour que notre pays soit à nos côtés. Je vous salue, je vous remercie. Grâce à toi, aujourd'hui il y a le soleil. Grâce à toi, aujourd'hui il y a un peuple devant toi.
Monsieur, je ne connais pas votre nom. Hey, je ne connais pas votre nom. On dit monsieur le maire. Mais après le maire, il y a aussi un nom derrière cette personne. Je pouvais savoir votre nom, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur. André. On remercie aussi André. Applaudissez pour lui, André. Applaudissez pour André. Mais vous voyez, il y a une belle femme. C'est sa femme, elle est née dans l'air. Elle va nous expliquer aussi comment elle s'appelle, maman chérie. Dis-moi, Anne. Applaudissez pour elle. Elle s'appelle vraiment Anne. Mais elle s'appelle la lune toujours. La lune qui est levée à 6 h du matin, c'est maman Anne. Je la remercie. On est là pour vous. Vous aussi, vous êtes là pour que l'union qui va en force. Voilà aujourd'hui tout ce qui est à côté de vous. Remerciez-le, tous ces programmes qui étaient pour avoir le aussi, il y a aussi un qui s'appelle Sam Krasoui. Oui, il s'appelle Sam Krasoui. J'ai dit, maman, je vous dis qu'on construit pour que la paix devienne en Côte d'Ivoire. Un habitant qui est dans un village, il a au moins sa propriété. Même la pierre dans ses champs, on va aussi en bas de cet arbre pour cueillir aussi les fruits. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire? On nous disait que personne de l'humanité, il y a le diamant, il y a le cacao chez nous. Pourquoi nous on a payé? Pourquoi ça vous de trouver la solution pour nous? Ah ouais! Applaudissez pour! Applaudissez pour! Ah ouais! Ça pour que la sonale, il y a un peu de juste pour la grippe à ma camélia. Afrique! Besoin de l'humanité! On s'est trop battu pour toi, maman Africa, oui. On a vraiment perdu les gens à cause de toi, maman Africa, oui. Le premier besoin de l'humanité, fais ça. Afrique, besoin de l'humanité. Pourquoi on a pris le diamant et le cacao? Nous souffrons, nous dit, un peu malade. On va à l'extérieur, ici en Europe, en Nouvelle. Si t'as les monnaies, pourquoi si chez nous, il n'y a pas des hôpitaux? Pourquoi il n'y a pas d'école gratuite? Mais regardez en Europe, tous les enfants sont bien habillés. Ils vont à l'école en Afrique, on souffre pour avoir un pic. On a des problèmes. C'est pour cela pour vous appeler, pour arranger notre situation. On vous disait, il faut noter, mais le corps qui crie à 6 h du matin, il faut salut. Maman chérie, dis à ton mari que l'Afrique, on n'a rien à manger. Nous ne sommes pas les diamants, mais un homme, il pèse en gagne. Maman chérie, je vous attends, on compte sur vous. Je vous remercie. À bientôt. Je voudrais vous saluer. Je ne sais pas si je connais parfaitement Jean-Luc Mélenchon, mais je pense l'avoir entendu. Je pense l'avoir vu à la télévision pendant un meeting, des visus, et je pense connaître sa ligne politique qui me séduit moi personnellement, parce que nous sommes de ceux qui disent plus haut ce que les uns pensent plus bas. Et je crois que nous sommes arrivés à un ère de notre siècle où les choses doivent se dire comme il faut. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à pouvoir changer le monde. Je voudrais
particulièrement remercier la révérende, nous l'appelons Maman Kakou, parce qu'elle est notre conseillère spirituelle. Elle permet que nous puissions nous réunir ici. Elle nous donne l'occasion de pouvoir, une fois de plus, discuter et parler de la politique intérieure et aussi de la politique extérieure, parce que nous sommes issus de ce qu'on appelle la diversité, mais nous avons tous ici des origines pour la plupart africaines, et donc nous voudrions en tout cas lui dire merci de nous permettre de nous réunir ici. Je voudrais saluer aussi tous nos collaborateurs, en tout cas tous mes collaborateurs. Je suis président du CRI panafricain et je suis venu cet après-midi avec une de mes conseillères qui se nomme Eugénie, qui est assise là. Je voudrais qu'on l'acclame très fort parce que grâce à elle, beaucoup de travail se fait. Je voudrais aussi remercier la responsable à la mobilisation du CRI panafricain, Madame Marie-Thérèse Zati, qui est là, qui tourne, parce qu'elle place ses invités, c'est elle qui est à la mobilisation. Je voudrais qu'on l'acclame très fort. Je voudrais aussi saluer un de mes conseillers qui me soutient dans cette lutte, soutien moral, soutien financier, soutien politique aussi. Je voudrais qu'on salue l'entrepreneur Mathieu Ouahi, qui est assis derrière. L'occasion m'est donnée cet après-midi de prendre la parole et d'expliquer un peu pourquoi est-ce que ce soir nous voudrions avoir en tout cas une conversation, un entretien. Ce n'est pas un meeting, c'est un échange avec l'équipe du Front de gauche. La Côte d'Ivoire traverse une période difficile de son histoire. La Côte d'Ivoire est meurtrie, la Côte d'Ivoire est blessée, la Côte d'Ivoire est clouée par terre. Parce que certaines personnes ont voulu instaurer une forme de démocratie dans notre pays. Et nous avons tous ici été indignés par ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Indignés de voir un palais présidentiel bombardé, indignés de voir des civils mourir sous les bombes françaises, indignés de voir des rebelles armés, indignés de voir la communauté dite internationale inciter le président Laurent Gbagbo à aller aux élections pendant que les rebelles avaient encore les armes à la main. Indignés parce que cette communauté dite internationale n'a rien pu dire face à cette injustice. La seule personne pendant ce tourment, la seule personne pendant cette tumulte, pendant cette injustice que nous avons entendue pour la première fois sur les antennes des chaînes de télévision françaises, s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Nous étions en train de nous noyer et soudain, nous avons pu attraper une branche. Cette branche nous a donné un brin d'espoir. Parce que entendre sur les chaînes de télévision du pays qui vous bombarde, un des fils du pays sur ces chaînes dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est injuste, ça donne du réconfort au cœur. C'est pour cela que nous avons décidé de pouvoir nous entretenir avec cette équipe du Front de gauche et en même temps profiter de cette occasion pour remercier le Front de gauche en général et remercier ici très particulièrement M. Jean-Luc Mélenchon. Il y a de cela quelques semaines, nous avons participé aux élections présidentielles en France. Le présentateur l'a dit tout à l'heure, nous avons été de ceux, je vais parler du CRI panafricain, qui ont pour la première fois organisé 2 marches
à Paris, dans la ville de Paris, pour inviter les Africains à se prononcer dans les élections présidentielles. Nous l'avons intitulé cette marche « L'Afrique s'invite dans les élections présidentielles ». Nous sommes en France sur plusieurs générations et beaucoup de nos frères, de nos parents, de nos amis sont français. Mais cela ne se voit pas. Et souvent, nous qui sommes issus de cette diversité, nous oublions même que nous sommes français et que nous avons des droits. Et nous avons décidé de réveiller en chacun de nous cette envie d'appartenir justement à cette nation, mais en même temps de réveiller cet instinct qui puisse nous amener à voir nos devoirs et aussi à pouvoir participer à l'évolution politique de ce pays. Nous avions fait cette première marche le 11 février 2012. À cette marche, il y avait toutes les représentations des candidats. Nous avons répété le processus le 10 mars 2012 et nous avons aussi vu toutes les représentations des différents candidats. L'élection présidentielle s'est passée et nous avons vu qu'il y avait une véritable difficulté pour départager les deux hommes au second tour. Et l'Afrique s'est invitée. L'Afrique a décidé et l'Afrique a tranché. Ça s'acclame, je pense. Nous le disons haut et fort que les 1,60%, ce sont les voix des Africains citoyens français. Grâce à vous et à nous, la France aujourd'hui a un président. Mais cela ne s'arrête pas là. Cela ne s'arrête pas là. Un président de gauche, il faut le préciser. Cela ne s'arrête pas là. Il faut continuer la lutte. Et nous sommes arrivés à un moment fatidique où il faut maintenant constituer l'Assemblée nationale, où il faut élire les députés. Là où les décisions se prennent, là où les lois se votent, là où l'appareil politique se met en marche, les Africains citoyens français vont encore parler, ils vont encore s'imposer. Cette fois-ci, nous avons mis la gauche au pouvoir. Mais dans la gauche, il y a aussi le front de gauche. Il y a la gauche qui est constituée du PS, il y a aussi la gauche qui est constituée du front de gauche. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec le front de gauche. Nous ne voulons pas donner carte blanche au PS. Nous ne voulons pas donner carte blanche à qui que ce soit. Parce que nous avons notre mot à dire. Parce que nous avons été meurtris. Parce que celui que nous aimons, celui que nous avons voté, celui pour qui, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on peut parler de démocratie, parce qu'il est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je voudrais informer ceux qui ne le savent pas, que Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire la démocratie, le multipartisme, le multipartisme, les bulletins uniques, les urnes transparentes et le vote à 18 ans. C'est un démocrate, Laurent Gbagbo. Alors nous disons que Laurent Gbagbo n'a pas sa place là où il est, parce qu'il a gagné les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voyez que les Africains, les citoyens français, sortent massivement lorsqu'il s'agit de Laurent Gbagbo, c'est parce qu'ils sont convaincus que ce monsieur a gagné les élections. Et de là où il est à La Haye, il le dit toujours, parce que nous avons eu le privilège, je parle de moi, d'aller lui rendre visite le 26 mars dernier. Il le répète toujours dans sa cellule, il est temps qu'on puisse récompter les voix. Il est temps qu'on puisse récompter les voix. Parce que c'est la seule voie démocratique lorsqu'il y a un contentieux électoral. Ça se fait en France,
Ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait partout dans le monde. On recompte les voix lorsque l'un dit qu'il a gagné et l'autre dit qu'il a gagné. Lorsqu'une copie est mal corrigée, on recorrige la copie. Alors, il faut que ces voix soient enfin recomptées pour qu'on puisse savoir qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Mais nous savons que le président Laurent Gbagbo a été vainqueur de ces élections. Nous parlons ainsi parce que nous nous reconnaissons en votre leader qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Nous parlons le même langage et nous nous comprenons. C'est pour cela que nous nous sommes déplacés, pour venir vous écouter et que vous puissiez nous entretenir. Nous avons envie de voter pour les législatives. Nous avons envie que dans toutes les circonscriptions où va se présenter le front de gauche, nous avons envie que le front de gauche puisse être élu, le candidat du front de gauche. C'est pour cela que nous sommes là. Parce qu'il faut un contrepoids à l'Assemblée nationale, même dans la gauche elle-même. Et ce contrepoids que nous voyons, c'est le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. C'est pour cela que nous sommes venus et nous vous remercions d'avoir aussi fait le déplacement pour nous écouter, mais nous sommes surtout venus pour vous écouter. Nous avons des doléances. Maintenant, je peux parler de doléances parce que l'autre est parti. Quand l'autre était là, je parlais de revendications. Maintenant, je peux parler de doléances. Ces doléances sont que les prisonniers injustement détenus soient libérés en Côte d'Ivoire. Ces doléances, c'est que celui que nous appelons le fils du président, qui se nomme Michel Gbagbo, est français et donc est votre concitoyen et notre concitoyen parce que nous sommes français aussi. Donc je voudrais vous dire qu'il y a un otage, après celui qui a été libéré en Colombie, un autre otage, Kourpi en Côte d'Ivoire. Cet otage se nomme Michel Gbagbo. Nous voulons qu'il soit libéré. Nous voulons aussi que cette base militaire dont on ne sait à quoi elle sert en Côte d'Ivoire, qui a été renforcée par la force licorne, nous demandons qu'elle soit retirée de la Côte d'Ivoire. Nous demandons aussi que l'ONUCI, parce que quand on dit qu'on a instauré la démocratie, je ne vois pas l'intérêt qu'une force onusienne puisse séjourner en Côte d'Ivoire. Il faut aussi que l'ONUCI puisse partir du territoire ivoirien. Voici quelques doléances concernant en tout cas le cas de la Côte d'Ivoire. On pourrait aussi parler du Congo-Brazzaville, on pourrait parler du Cameroun, on pourrait même parler de Madagascar, on pourrait aller plus loin, parler de la Syrie, du Mali, on pourrait parler de tous ces pays, parce que nous nous reconnaissons dans le panafricanisme. Nous voulons et nous demandons que, en tout cas, ces doléances soient remplies. C'est pour cela que nous nous sommes déplacés. Et nous pensons que Jean-Luc Mélenchon peut être pour nous l'homme de la situation. Voici, mesdames et messieurs, en quelques mots, et pour terminer, je voudrais, vu que pour l'instant vous êtes deux, les autres sont en route, je voudrais vous offrir une documentation. En tout cas, nous avons des documents. Ce livre est intitulé Côte d'Ivoire, le coup d'État, écrit par Charles Onana. Et le deuxième livre que je vous offre, il est écrit par le professeur Boga Sako Gervais, qui est juriste. Il dit dans ce livre, enfin le titre, « La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu ». En tout cas, je voudrais vous offrir ces livres pour que un troisième livre qui vient de s'ajouter, un troisième livre en tout cas, on nous a dit que
excusez-moi du terme, que les Blancs aiment beaucoup lire. Je ne vais pas dire les Français parce que nous aussi on est Français et nous on n'aime pas trop lire. Donc pour bien faire la distinction, les Blancs aiment beaucoup lire. Nous allons vous donner des documents, vous offrir des documents pour que vous puissiez les lire. Le livre de la première dame, Madame Simone Yves Gbagbo, qu'elle a écrite, Parole d'honneur. En tout cas, au nom de toute la galaxie et du peuple panafricain, nous vous offrons ces livres. Je voudrais vous saluer et que le débat soit intéressant. Vive la Côte d'Ivoire, vive Laurent Gbagbo et votez pour le Front de gauche. Je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer d'être toujours présent. Là où la Côte d'Ivoire nous appelle pour un devoir, pour notre droit à résister. Et c'est là depuis des années parce que cette énième crise n'est qu'un passage. On en a vu tant d'autres. Et Laurent Gbagbo en a vu tant d'autres. C'est pourquoi, lorsque ce matin, l'un des organisateurs de ce rassemblement, à l'occurrence Zati Charles, m'a appelé pour dire il faut préparer ton discours. Je vais le dire à Ben Aki, je vais le dire à Toussaint Alain, je vais le dire à Pascal Lobo. Je lui ai dit mais pourquoi? Il dit parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des dérives dans votre langage, parce que vous avez l'habitude de dériver, de dire des mots trop durs. J'ai dit, hein? Celui pour lequel nous étions chauds, celui pour lequel nous étions dans les rues, celui que nous accablons, celui que nous accusons, n'est plus là. Et je suis content, je suis heureux, Sarkozy est parti. Mais en même temps que Sarkozy est parti, je suis malheureux. Je suis malheureux parce que c'était un peu notre fond de commerce pour parler. Parce que quand on est dans les rues et qu'on monte sur nos podiums et qu'on dit on cosy, tout le monde est content. Ça nous donnait de la pêche. Mais il fallait le combattre. Il fallait le combattre parce que nous, les Ivoiriens, on ne cachait rien. Comme le disait le président Laurent Gbagbo, nous n'avons pas de cadavre dans les placards. Donc quand on parle, on le dit, on l'annonce et on parle. Tout simplement pour équilibrer l'égalité, parce qu'on est dans un pays de droit, la France, dont nous avons des relations multiséculaires. Nous aimons la France aime la Côte d'Ivoire. On ne peut pas nous l'arracher. Mais on ne peut pas accepter qu'un homme, parce qu'il est mu par une amitié, puisse décider sous des couverts fallacieux de l'ONU, de quoi que ce soit, s'ingérer dans une crise qui pouvait se régler pacifiquement. C'est pour cela que nous avons accusé Sarkozy. Mais on s'est gardé de l'insulter. Ceux qui l'ont insulté, pauvre con ou autre chose, on s'est gardé de le dire. Et je ne le dirai pas. Mais c'était ici. Nous sommes gardés de le tirer par le cou. On a vu des images où on le tirait par le cou. Parce que nous respectons l'homme d'État qu'il était. Mais vous savez, lorsqu'on mélange les genres, c'est ce genre de choses qui arrivent. Ces genres de révoltes incontrôlées, souvent qui amènent des gens dans un élan de désespoir à commettre des choses. Mais les Ivoiriens, vous l'avez vu, depuis 1 an et demi, se sont gardés de ces choses-là. Dans les rues quotidiennement, nous avons déploré tout simplement le fait que de façon cavalière et outrancière, Sarkozy, on dit même pas la France, se soit mêlé ainsi de notre affaire. Ça a été, en tous les cas, comme le dirait de mes oncles qui est un adepte des formules imagées, guérir une plaie avec du pu. Parce que lorsqu'on guérit une plaie, c'est le pu qu'on veut enlever. Lorsqu'on introduit le pu, on ne l'a pas guéri du tout. Et ça se voit aujourd'hui, monsieur le maire. La Côte d'Ivoire vit encore des moments plus atroces que ce que croyait soigner Sarkozy.
Alors, lorsque un homme se lève, un homme comme Mélenchon se lève, nous pouvons, dans ces discours, entrevoir l'espoir qu'il y a des hommes qui ont au moins le cœur qui est juste. Voilà son programme. Pour résister à l'austérité et au traité Sarkozy-Merkel. Moi aussi, je suis ivoirien, mais je suis français. J'adhère. Lorsqu'il dit, pour une autre distribution des richesses, quoi de plus normal, je suis d'accord. Parce que je suis un enfant du pauvre. Parce que je viens d'un continent riche de sa pauvreté. Je ne peux qu'être d'accord. Lorsqu'il dit, pour la planification écologique, l'écologie, elle est en train d'être détruite. Parce que la déforestation est tellement énorme qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une forêt en Côte d'Ivoire, en Guinée. En tout cas, les régions forestières n'existent plus. Ça, c'est l'écologie. Pour nous, en tous les cas, nous qui avons vécu dans les forêts, nous qui sommes nés dans les forêts, ça nous fait très mal au cœur et on ne peut qu'adhérer. Mais, de plus, la cerise sur le gâteau, lorsqu'il dit, pour que le peuple prenne le pouvoir, oui, le président Laurent Gbagbo était aussi le peuple, était le président du peuple, le candidat du peuple, et le peuple l'a élu. C'est pour cela. Chers camarades, c'est vrai, Hollande a été élu. Mais nous ne pouvons pas verser dans l'optimisme béat, dire qu'on a fait le travail, dire qu'on est satisfait. Le plus dur est encore à venir. Nous allons résister, résister, résister et résister longtemps parce qu'on sait très bien que les États sont les États et les hommes sont les hommes. On sait que le cœur des États a sa raison, que la raison des peuples l'ignore. Et ça, il faut qu'on l'ait à cœur. Ça, il faut qu'on l'ait à cœur pour dire que notre devenir, c'est par cette crise que nous allons la décider. C'est cela, vous pouvez être, vous pouvez... Laisse-le finir là. Je voudrais donc, de ce pas, vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire et que la Côte d'Ivoire de demain, c'est demain, 18 juin. Mais au-delà du 18 juin, quoi qu'il advienne, que le président Laurent Gbagbo, de toutes les façons, il est déjà à terre, donc tombe plus bas que cette terre où il est tombé. Bon, on va le relever. Un homme, un philosophe disait, un homme tombe, mais l'essentiel pour un homme qui est tombé, c'est de résister, de ne pas rester à terre, de se relever. Et le président Laurent Gbagbo, qui en a vu des milliers de bavette, nous sommes sûrs qu'après le 18 juin, il se relèvera grâce à vous et avec vous. Chers compatriotes, nous sommes venus pour écouter nos frères échanger. Mais je peux vous assurer que nous avons le cœur Mélenchon, ça c'est vrai. Nous sommes des gens de gauche. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. Nous allons continuer nos relations. Nous allons nous parler. Nous allons vous dire notre vérité à nous. Nous sommes des sachants. C'est nous qui vivons dans notre eau. Comme le disent nos sages, le crapaud qui vit dans l'eau, c'est ce crapaud-là qui sait la fraîcheur de cette eau. Donc nous allons vous dire nos vérités. Nous allons les confronter. Nous allons échanger. Vous allez nous conseiller. Mais nous allons vous dire nos vérités. Dès cet instant, pour clore donc mes propos, je voudrais vous apporter, Toussaint Alain, le salut fraternel de ton frère et ami Charles Blé Goudé. Il te salue. Charles Blé Goudé vous salue. Charles Blé Goudé vous salue. Et pour donner son avis, Charles Blé Goudé aussi sur cette crise, un homme qui, comme Laurent Gbagbo, a tout fait pour la paix.
a tout fait pour la paix. Aujourd'hui, il est en exil comme les autres. Aujourd'hui, il est accablé de tous les maux d'Israël. Pour peu, on dirait que c'est lui qui a tué Jésus. Ou alors, comme on le dit en Côte d'Ivoire, celui qui a fait à l'église. Mais il n'a rien fait à l'église. Voilà, il n'a pas fait. Chablé Goudé est un homme de paix. C'est pourquoi ces deux livres que nous vous offrons, sont les paroles de Chablé Goudé, où il dit sa part de vérité, où il dit son expérience qu'il a vécue. Chablé Goudé est avec le président Laurent Gbagbo, Chablé Goudé est avec le peuple, et le président connaissance, faites-en bon usage. Je vous remercie. Va revenir le 18 juin de la Haye. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Lorsque vous allez revenir, enfin, le fils du peuple, le bâtisseur, le précurseur du multipartisme, des libertés de la presse, celui qui a créé des emplois nouveaux en favorisant la liberté de la presse, et c'est ça qui est la vérité. Je voudrais qu'on applaudisse Laurent, le créateur d'emplois. Il n'a pas créé d'emploi, il a créé les conseils généraux, les maisons de presse. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Laurent Gbagbo, le créateur d'emplois. Voilà.
Je suis socialiste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour ne pas être trop long, parce que tout a été dit, je voudrais faire une doléance au front de gauche. Camarades socialistes, je voudrais vous dire que depuis 2008, des Ivoiriens occupent la Cour pénale internationale à La Haye. Oui, bien sûr. Donc, depuis le transfert du président Laurent Gbagbo, le 29 novembre 2011, ces occupations se sont accentuées et se sont multipliées. L'occupation était déjà, occupait déjà la CPI depuis 2008. C'est là la vision politique. Donc, je voudrais demander au Parti socialiste de lancer un clin d'œil le 18 juin à La Haye. Parce que quelque chose d'important va se passer dans cette ville-là. Nous voudrions vous demander, nous voudrions attirer votre attention sur ce procès que nous avons baptisé le procès de la honte, le procès de la honte de la France africaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après les socialistes, je voudrais parler à mes frères ivoiriens. Le 18 juin, nous jouons la finale du long championnat. Nous voudrions demander à tous les Ivoiriens, sans exception, de s'engager dans ce voyage. Il faut le faire. Il faut au moins 15 000 à 20 000 Ivoiriens à La Haye. On a dépassé ça. Pour chanter devant le monde entier que le monsieur qui détienne n'est pas le coupable, mais c'est la victime. Et que ceux qui ont assassiné, qui ont tué les Ivoiriens, qui ont organisé le massacre du peuple ivoirien depuis le Burkina Faso sont au pouvoir. Et leur président s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, Ivoiriens, nous n'allons pas nous engager dans des discours idéologiques. Mais je suis à cette rencontre parce que je suis socialiste. Je suis à cette rencontre pour soutenir un leader de la gauche, M. Mélenchon, que je voudrais que tous les Ivoiriens soutiennent. Il a été le seul et le plus courageux à évoquer la Côte d'Ivoire pendant les campagnes électorales. Ce monsieur évoque l'avènement d'un autre monde, un monde de partage, un monde humain, un monde où il fait bien que bon vivre, un monde de respect des autres, pour que l'avènement d'une Afrique, d'une autre Afrique, pas une Afrique entièrement à part, mais une Afrique à part entière. Lorsque un parti politique mène ce combat, on ne peut que le soutenir. C'est pour ça que nous sommes là, pour soutenir le front de gauche. Nous vous soutenons, nous vous avons soutenu pendant les présidentielles, nous vous soutenons pendant les législatives, mais en retour, il faut soutenir l'Afrique. En retour, il faut soutenir la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, parce que maintenant, la politique internationale, c'est du gagnant-gagnant. On ne va pas les aider à aller au pouvoir pour rien. On les vote parce qu'on sait qu'en retour, ils peuvent nous aider. Ce que je veux dire, la Côte d'Ivoire, notre pays, depuis le 11 avril, est sous occupation étrangère. Parce que moi aujourd'hui, personne ne peut l'enlever de ma tête. Je doute toujours de la nationalité du soi-disant président Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il n'a jamais prouvé. Il a été imposé au peuple de Côte d'Ivoire par des bombardements français. C'est ça. Donc nous, on ne l'a jamais accepté en tant que chef d'État.
le président constitutionnellement élu, investi par la Constitution de Côte d'Ivoire, s'appelle Laurent Gbagbo. Il a été enlevé, il est à la haie. Vous savez, dans la Constitution de Côte d'Ivoire, il y a un article, l'article 98 de notre Constitution, dit que l'investiture, c'est-à-dire la parole du Conseil de sécurité et les paroles du Conseil constitutionnel est irréversible. C'est-à-dire, quand il fait une investiture, on ne peut pas en faire une deuxième. C'est la même chose en France. C'est ce que dit l'article 98 de notre Constitution. C'est la même chose en France. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens savent qu'ils ont un seul président. Il s'appelle Laurent Gbagbo et il a été enlevé par les forces étrangères et il est à la CPI. Alors le 18, le 17 de nuit, personne ne reste ici. Hein. Tout le monde à la haie. Il y en a qui sont déjà partis. Voilà. Donc je vous remercie. Je voudrais d'abord dire quelques mots à l'endroit des organisateurs, les remercier pour cette initiative louable qui permet d'engager le dialogue avec un parti qui a émergé et de manière très brillante sur la scène politique française, sur les leviers européennes. Et je voulais, à travers ce rassemblement, saluer votre engagement pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique, afin que tout le coup tordu des puissances occidentales soit mieux su des opinions publiques occidentales. À nos amis du Front de gauche, je voudrais qu'ils soient mon interprète auprès de M. Mélenchon, à qui je transmets mes félicitations pour le score tout à fait remarquable, même s'il n'en est pas totalement satisfait, mais en tout cas très très intéressant, qu'il a fait lors de l'élection présidentielle avec 11% au premier tour. Et je considère qu'il se pose ainsi en force politique importante aux côtés de la gauche socialiste et de la droite républicaine. Je voulais donc dire à la fois mon respect, mon admiration pour cet homme politique, lui dire bravo et lui souhaiter bonne chance pour la nouvelle bataille front contre front qu'il engage à énormément contre la fille de M. Jean-Marie Le Pen. Et nous sommes de tout cœur avec M. Mélenchon et lui souhaitons en tout cas de remporter ce duel. Je voudrais surtout le remercier pour la position courageuse qu'il a prise durant la crise ivoirienne, et notre ami Aben Laki l'a indiqué. Il a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de s'exprimer sur la crise en Côte d'Ivoire. Donc la position qu'il a prise pendant la crise en Côte d'Ivoire, et à plusieurs reprises, il a eu l'occasion de demander la redéfinition des relations entre la France et l'Afrique. Il s'est donc posé en profondeur de la fameuse France-Afrique. J'avais dit à Charles que je viendrais pour faire un bref exposé sur ce qu'est la France-Afrique et également développer nos attentes par rapport au changement de régime en France. La France-Afrique, je le rappelle à nos amis qui le savent déjà, tout de même que c'est une expression qui est utilisée pour qualifier l'action néocoloniale de la France, soit les relations d'État à État, ou alors les relations personnelles que des dirigeants français ont nouées avec des dirigeants africains. Et cette expression a été utilisée pour la première fois par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, c'était en 1955. Et à l'époque, il se réjouissait de la proximité entre les pouvoirs français et africains. La France, par ce biais, avait l'intention de garder la main sur les richesses pétrolières ou minières. On a parlé tout à l'heure de pétrole, notamment dans les chansons, de son ancien précaré. L'autre bénéfice pour l'ancien colonisateur,
c'est que des dirigeants africains, il y en a eu pas mal, je peux en témoigner, ont eu à financer sous le manteau les campagnes électorales des partis politiques français, droite et gauche confondus, et même jusqu'au Front National, c'est vous dire. Et on a récemment parlé de l'existence de ces valises de billets qui transitaient entre les pays africains et l'Hexagone, et tout le monde sait que cela est un secret de polichinelle. Et en contrepartie, bien entendu, la France assure aux présidents africains la longévité politique au mépris des règles élémentaires de la démocratie, et si besoin, elle intervient militairement en application d'accords militaires secrets pour les maintenir, ou même souvent sur la base de relations personnelles comme celles qu'entretiennent M. Sarkozy et M. Ouattara, et qui ont motivé essentiellement l'intervention de la France en Côte d'Ivoire. Il y a un fait tout de même intéressant. En 2010, lors du cinquantenaire des indépendances africaines, cet événement n'a pas été célébré avec beaucoup de faste. Il y a eu comme de la pudeur face aux dérives et dérapages de la France-Afrique. C'est aussi une manière pour la France, sans doute, de montrer qu'elle éprouve quelques difficultés à trouver la juste politique en direction de l'Afrique et des Africains. Alors j'en viens donc à M. Mélenchon et à l'accession au pouvoir de M. Hollande pour dire que pour nous, l'enjeu est important, notamment pour un gouvernement de gauche, enjeu de refonder et sur des critères rationnels la politique de la France envers le continent qui est le plus proche et d'accompagner les développements positifs que connaît déjà l'Afrique et de mettre fin aux anciennes pratiques de la France-Afrique. Et c'est en cela, je le dis sincèrement, que l'arrivée de M. Hollande peut susciter un espoir. Car il ne faut pas oublier, comme l'a dit le général de Gaulle, que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts qu'ils défendent. Et je voulais également dire à l'attention de nos amis, parce qu'il y a une espèce d'enthousiasme naïf, ou de naïveté enthousiaste, qu'il est vrai que M. Fabius est toqué d'Orsay, que la gauche est au pouvoir, et que sur RFI, on entend peut-être des reportages qui ont un ton neuf par rapport à ce qui se faisait il y a tout juste un mois, mais la situation demeure, c'est encore le statu quo. Et le changement peut véritablement s'opérer si, et Abel l'a dit fort justement tout à l'heure, si dans la gauche elle-même il y a un contre-pouvoir. Et c'est en cela qu'une forte représentation du front de gauche au Parlement français serait tout à fait louable, compte tenu déjà des initiatives que M. Mélenchon a prises depuis quelque temps. Je voulais aussi être honnête, dire que j'ai personnellement appelé à voter pour M. Hollande. Je suis socialiste, je suis un ancien de la jeunesse socialiste depuis de longues années, quand je faisais mes études, donc je ne réunis pas cet engagement politique. Mais il faut aussi de la cohérence. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche française a des atours libéraux qui me préoccupent, et je crains que cela ne puisse pas changer grand-chose dans la situation de l'Afrique. Donc il faut un contrepoids au Parlement qui permette à la gauche de faire preuve de pragmatisme et d'humanisme, afin qu'elle ne perde pas son âme une fois arrivée au pouvoir. Donc, pour nous, cela est important. Parce que la politique de la France, ces 5 dernières années, a été une politique scandaleuse. Tout s'est décidé à l'Élysée. M. Sarkozy a engagé l'armée française sur des terres d'opération militaire, notamment en Côte d'Ivoire et en Libye, sans même qu'il ait eu à consulter le Parlement. Ce qui veut dire qu'il était en roue libre. C'était une vraie dictature, habillée de ce que l'on sait en parlant de la démocratie française, etc. Donc tout se décide à l'Élysée, et il faut que nous ayons un porte-parole, ou en tout cas une oreille ou des oreilles qui puissent entendre ce que nous allons dire. Puisque c'est M. Sarkozy qui a décidé le bombardement avec le soutien de l'OTAN de la présidence ivoirienne, avec les forces de l'ONUCI, pendant 10 jours, des bombardements intensifs,
décidé par l'Élysée, depuis le centre opérationnel qui est installé à Saint-Germain-en-Laye, coordonner des bombardements contre un État souverain. Et nous ne souhaitons pas que cela se reproduise. Voilà. Et c'est en cela que les déclarations de M. Mélenchon, au contraire de celles de M. Hollande qui a fait marche arrière depuis quelques semaines sur le président Gbagbo, nous ont interpellés et nous intéressent et lui valent aujourd'hui le soutien d'une très large partie de la communauté ivoirienne. Ce que je voulais dire à l'attention de nos amis, tout à l'heure, j'ai entendu des propos sur le président Gbagbo. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'observe ce soutien populaire, soutien massif des Ivoiriens et des Africains. Et dire que le président Gbagbo, pour l'écrasante majorité des Africains, est rentré dans l'histoire par la grande porte. Et pour nous, il est à la CPI, non pas pour avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, mais il a commis un seul crime. Et je vais vous le dire, le crime de Gbagbo. C'est un crime de lèse-majesté. Parce que le président Gbagbo, président d'un pays colonisé par la France, a refusé de se coucher devant le colonisateur. Donc, pour refus de génuflexion, ou un refus de génuflexion, le président Gbagbo se retrouve à la haine. C'est comme tout le monde connaît l'histoire, chers amis de la Côte d'Ivoire. C'est M. Ouattara, l'ami intime de M. Sarkozy, qui en 2002 a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Entre septembre 2002 et octobre 2010, il y a eu près de 11 000 morts dans la crise ivoirienne, pour lesquels personne ne réclame la justice, pour lesquels personne ne se soucie du désarroi des familles des victimes. Et aujourd'hui, on nous parle de la Cour pénale internationale qui, depuis de longues années, depuis Marcoussi, lorsque le président Gbagbo avait demandé qu'on lui laisse le temps d'examiner les accords, la CPI était déjà brandie comme un chiffon rouge. Donc, on faisait du chantage. Alors même qu'à l'époque, le conflit n'avait pas atteint un niveau qui puisse amener une justice internationale à se saisir de la situation en Côte d'Ivoire. Donc, la Cour pénale a été instrumentalisée à des fins politiques. Ce n'est plus une juridiction de droit, c'est une juridiction politique. Et c'est en cela que nous nous mobilisons. Parce que nous sommes pour la justice. S'il y a un criminel à punir, il faut qu'il soit puni, mais le président Gbagbo n'est pas ce criminel que l'on cherche. C'est un innocent. Alors que je voulais dire, pour nous aujourd'hui, le président Gbagbo est dans la lignée d'un certain nombre de dévanciers. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, Steve Biko, qui ont combattu l'injustice. Et partout en Afrique, notamment dans la partie francophone, la volonté de M. Sarkozy était d'installer, d'établir, de conforter des marionnettes. Nous les appelons gentiment les préfets. Dociles, qui sont prêts à accepter les 4 volontés de l'ancien président français. Le président Gbagbo a été élu, on l'a rappelé tout à l'heure, assermenté par le Conseil constitutionnel de notre pays. Il avait le choix, et pour m'être entretenu avec lui depuis le sous-sol où il était, il y avait deux possibilités, se soumettre ou ne pas se soumettre, faire respecter la constitution ivoirienne ou ne pas la faire respecter. Nous avons des lois, mais le pouvoir ancien en France a refusé d'accepter que les lois ivoiriennes fassent force et que ces lois soient respectées. Donc pour nous, c'est un dialogue important. Je crois que c'est la première fois qu'une action de ce genre, c'est une action majeure, importante, parce que je pense que dans l'euphorie de la victoire, nos amis socialistes redescendront un peu sur terre et que très vite, ils devront se confronter à cette réalité. Il faut que la politique de la France en direction de l'Afrique change. Et nous le disons pacifiquement parce que nous ne sommes pas des hommes de guerre, nous sommes des hommes de paix. C'est nous qui avons été attaqués en 2002 et il ne s'est trouvé personne ici en France, quand je dis personne, qui a une voix importante pour dénoncer cette attaque contre la Côte d'Ivoire. Attaque soutenue par la droite française parce que, rappelons-le, lorsque
la majorité présidentielle du président Gbagbo et le RDA ou RHDP, la coalition pro-Ouattara, s'affrontent, il s'agit d'un affrontement, d'une confrontation entre la droite française et la gauche française. Et c'est en cela que nous nous reconnaissons en ce que vous faites et en ce que vous dites. Ce que je voulais dire, j'arrive vers la fin de mon propos, dire que ce qui arrive au président Gbagbo pose la question de l'autonomie de la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, des pays africains. Cela est très important. On ne peut pas avoir un discours en France, notamment, je parle de M. Sarkozy, et avoir une politique qui est totalement en contradiction avec celle qu'on prétend promouvoir. On dit on lutte contre l'immigration, mais en même temps vous créez le chaos dans les pays africains, ce qui amène des populations. C'est cela la réalité. Nous avons besoin de paix et de stabilité. Nous avons besoin de croissance. Nos pays ont du potentiel, nous avons des capacités. Les ressources humaines, nous avons des femmes brillantes, intelligentes, qui sont de plus en plus scolarisées. J'ai été l'un des rédacteurs du programme de campagne du président Gbagbo. Et l'objectif, au bout de 5 ans, était d'amener le taux d'alphabétisation à 71-72%. Parce qu'actuellement, nous sommes à moins de 50%, loin devant le Ghana, même le Bénin, le Nigeria, etc., etc. Donc, ce sont des défis majeurs. Si nous avons des économies qui sont stables, si nous avons des entreprises qui peuvent créer des emplois et de la richesse, pourquoi aller émigrer en France en immigrant dans les pays? Chers amis du Front de Gauche, je pense qu'aujourd'hui se joue quelque chose de très important. Sans doute une alliance va se mettre en place et je pense que les Ivoiriens partout en France prendront le relais de ceux qui ont initié cette action ici pour être à vos côtés. Dans les élections locales, il y a aussi des européennes, il y a les municipales et je pense que vous pourrez compter sur la communauté ivoirienne, la communauté africaine pour, en tout cas qui sont des ressortissants français, pour être fortement représentés. C'est ce que nous demandons. Nous demandons également que la France arrête son soutien à M. Ouattara, qui est tout sauf un démocrate. Non, on parle pas de la nationalité, ça c'est pas un problème. M. Ouattara est tout sauf un démocrate, qui a été installé au pouvoir par la France. Oui, il n'a pas gagné les élections. Et je peux également témoigner que le vainqueur de l'élection présidentielle, comme en 2010, s'appelle Laurent Gbagbo. Vous voyez, il s'est produit en Côte d'Ivoire une grave injustice. Et à cette injustice encore, s'ajoute un crime contre la liberté du président Gbagbo qui est condamné, qui est contraint à vivre entre les 4 murs d'une cellule de la CPI aux Pays-Bas. Pour nous, le président Gbagbo est celui qui a défendu la démocratie, la dignité africaine. Il est le père de la démocratie, comme on dit. Et ceux qui marchent partout, j'ai eu l'occasion de passer à New York, à Washington, etc., Montréal, considèrent que c'est aujourd'hui jamais que nous devons solder ce malentendu avec la France. Et nous souhaitons que M. Mélenchon use de ces nouvelles forces issues des législatives pour infléchir la politique du gouvernement français. Parce que pour le moment, on expédie les affaires courantes, mais j'estime qu'au bout de 2 semaines, on devrait pouvoir obtenir quand même, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, des résultats palpables. Il y a un sujet important pour lequel nous serons extrêmement vigilants. M. Ouattara, en janvier dernier, a signé avec M. Sarkozy un traité de défense sur le maintien de troupes françaises en Côte d'Ivoire, environ 300 hommes, 450 hommes, et nous estimons que l'armée française n'a pas à être présente en Côte d'Ivoire et que cette question doit être réglée au plus tôt. Il y a également la présence
de la force Licorne en Côte d'Ivoire, qui, dit-on, y est par la volonté des Nations Unies. Mais par la volonté du gouvernement français, elle peut également quitter la Côte d'Ivoire. Puisque la dynamique aujourd'hui, lancée par M. Hollande, est le retrait des troupes françaises sur les théâtres d'opération à l'étranger, notamment en Afghanistan. Donc, il faudrait que cette question soit également au cœur des débats qui vont s'ouvrir, je pense, dès le mois de juin. Une fois que le nouveau Parlement français sera installé, il faudra qu'on règle cette question-là. Donc la Licorne qui n'a plus à être en Côte d'Ivoire, le 43e BIMA qui doit également plier bagages, et puis ce traité de défense qui doit être rappelé, c'est-à-dire mis dans une armoire et totalement oublié. Il y a également, je reviens sur les doléances qui ont été émises par nos amis, mais c'est l'actualité, la question de ce ressortissant français. Il y en a un autre qui a été tué il y a un peu plus d'un an, Philippe Raymond. Son tort était d'être un pro-Gbagbo. Et la France ne s'est même pas fondue, le gouvernement français à l'époque n'a même pas jugé utile de publier un communiqué, ne serait-ce même que pour condamner l'assassinat d'un ressortissant français. 2 poids, 2 mesures. Il y a 48 heures, nous avons assisté à la libération d'un otage français, journaliste langlois, France 24, qui était en Colombie, détenu par les FARC. Tout juste 4 semaines de séquestration. Michel Gbagbo, un peu plus de 13 mois de détention, sans que la France engage une initiative politique importante. Là aussi, 2 poids, 2 mesures. Donc voilà, nous n'avions pas de gendarmes dans le précédent gouvernement, mais nous comptons sur M. Mélenchon pour être notre vigie, pour être notre gendarme, et rappeler à l'ordre, je l'ai dit tout à l'heure, nos amis socialistes, qui dans l'euphorie de la victoire, bon, je pense qu'ils reviendront d'ici le mois de juillet sur Terre, pour que rapidement les changements que nous souhaitons soient opérés. Voilà. Sinon, sur la question de l'aide au développement, je vous rassure tout de suite, pendant 10 ans, le président Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire en puisant dans les ressources propres du pays. Le budget sécurisé, qui a permis au pays de faire face à ses engagements intérieurs et extérieurs, nous n'avions pas laissé une seule échéance de crédit. En janvier 2011, le Club de Paris s'inquiétait de la situation en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait eu 2 semaines de retard dans un paiement d'une échéance. Mais c'est normal. Lorsque la BCEAO a fermé le circuit, la Côte d'Ivoire ne peut pas honorer ses engagements. Et le pays a été géré dans un contexte de guerre, dans un contexte très hostile, de manière très professionnelle, avec un gouvernement, notamment le ministre de l'économie, qui a travaillé. Et M. Sarkozy et M. Chirac, qui étaient au pouvoir les 10 dernières années, peuvent en témoigner. Le président Gbagbo n'a emprunté aucun centime à la France pendant sa gouvernance. Je vais terminer le contrepoids de cela, le contrepoids à cette bonne gestion, à cette bonne gouvernance, c'est, comme on dit, la mauvaise habitude de M. Ouattara, prétendu économiste, qui a été à la tête du FMI, avec des politiques d'austérité qui ont mis à mal tous les services publics dans tous les pays, la téléphonie, l'eau, l'électricité, etc. ont été privatisés au profit d'amis de M. Ouattara. Olivier Bouygues et compagnie, au profit d'amis de M. Sarkozy, notamment M. Bolloré, le chemin de fer, par exemple, ivoirien, qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire, est une propriété indirecte de M. Bolloré, qui n'investit pas un seul centime dans le renouvellement, dans la mise aux normes internationales du chemin de fer. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui fait. J'en parle puisque j'ai eu à suivre ce dossier avec des personnes dans le cadre d'un projet de tramway. Bon, donc, voilà les chantiers. Sinon, nous avons tout ce qu'il faut. On ne viendrait pas ici créer des problèmes à la France. Pas une immigration qui est de plus en plus importante, mais aussi longtemps qu'on continuera de bombarder nos pays, les gens iront se mettre à l'abri de l'autre côté de la Méditerranée. Un dernier mot.
à l'endroit, au sujet de M. Ouattara. Depuis... Oui, juste un mot sur Ouattara. M. Ouattara, pardon. En un mois, entre mai et juin 2011, M. Ouattara a emprunté 1800 milliards de francs CFA. 1800 milliards de francs CFA, sans compter les 300 milliards de concours budgétaires que la France lui a versés juste après son accession au pouvoir pour faire face au salaire. Ce n'est pas pour payer la dette des Ivoiriens, c'est pour payer sa dette des guerres. Oui, parce que pour faire la guerre, il faut de l'argent. Comment ce monsieur a-t-il pu lever une armée de 50 000 hommes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire? Avec quel argent a-t-il acheté l'armement dont il s'est servi et dont il ne savait pas se servir parce que ses combattants, s'il fallait compter que sur eux, ils seraient encore à cette heure-ci aux portes d'Abidjan. Ils ont investi des centaines de milliards dans l'armement. Et donc, l'argent a été avancé, je pense, par ses amis occidentaux, les George Soros, qui est bien aimé, entre guillemets, de la gauche, en tout cas détesté, qui est un grand financier qui déteste la démocratie, qui est l'ami de M. Ouattara, et qui a contribué à financer sa employeur. Autre chose sur Ouattara pour conclure, la violation des droits de l'homme. Des dizaines de partisans du président Gbagbo sont en prison. Et face à la pression, et surtout face au changement de pouvoir en France, il a enfin accepté d'envoyer un juge d'instruction dans le nord du pays pour auditionner les prisonniers après plus de 13 mois de détention. Voilà le type d'individu que soutient votre pays. Voilà le type de gouvernant pseudo-démocrate que M. Sarkozy a insolemment soutenu en dépensant l'argent du contribuable français. C'est-à-dire que vos impôts ont été utilisés pour financer la guerre de... Oui, nos impôts, je suis français également. Nos impôts ont été utilisés, mais je n'ai pas un autre pouvoir pour que je suis arrivé en France. Je suis exilé politique. Voilà. Donc, vraiment, nous comptons sur vous par un travail politique. Et que la France ait une politique plus digne, plus généreuse, et qui corresponde à l'idée et à l'image qu'on a de la France. Voilà ce que je voulais dire sur la France et la France-Afrique et tout le pouvoir. Merci. Allez, avons le micro ici. Bravo! Bravo! Allez toucher! Je vais vous dire, monsieur, il n'y a rien en face! Il n'y a rien en face! Il n'y a rien en face! Ok, vous êtes bon. Monsieur André Delucha, adjoint au maire de Chéry-la-Rue, co-responsable départemental du Front de Gauche. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire. Bien. Ben, tout d'abord, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Et merci de nous accueillir sur un thème et dans des conditions qui, peut-être, nous ne sommes pas les mieux à même de répondre à toutes les interrogations et toutes les questions que vous avez posées. Donc, je le dis au départ, que le niveau de votre intervention et le niveau des personnes qui interviennent aujourd'hui dépendent plus d'un cadre national plutôt que d'un cadre départemental. Donc je le dis, je pense que si vous avez de telles questions à poser, de tels débats à avoir, il faudra prolonger cette séance, je dirais, par des demandes, et je pense par un souhait officiel de rencontrer notre direction nationale du parti de gauche, pour ce qui me concerne, peut-être du front de gauche, mais j'en dirai quelques mots tout à l'heure, qui permettra d'avoir des réponses plus fiables, plus conséquentes et plus affirmatives que celles que je vais vous émettre, tout en sachant celles que je vais vous apporter, c'est celles que nous partageons dans l'ensemble. Ensuite, tout ce qui est temporel comme cela, parce que vous avez des questions très précises. Je pense à M. Toussaint, vous avez posé des questions très précises, je pense qu'il faut des réponses aussi très précises.
je ne suis pas en capacité de vous apporter exactement sur ce point les réponses que vous pourriez attendre. Donc, je dis ça au préalable pour que l'on comprenne bien qu'on aura un échange, on peut avoir un échange avec vous. Cet échange, pour moi, je le trouve très intéressant et puis peut-être très positif, on le verra à la sortie avec vous, mais ce n'est qu'un échange sur lequel j'affirmerai certains principes, certaines valeurs qui sont les nôtres. Ensuite, bien évidemment, il faudra prolonger cette séance d'aujourd'hui avec les personnes compétentes, et je dirais au niveau international, je pense avec notre responsable du continent africain qui s'appelle M. Finel. Voilà, vous le connaissez. Voilà, donc ces éléments-là, donc je vous dis que deuxième préalable, voilà, nous sommes là un certain nombre de camarades du parti de gauche. Nous sommes partie prenante du front de gauche, mais nous sommes parti de gauche. Donc c'est cette ambiguïté-là que, voilà, moi j'aime bien qu'on me revendique du front de gauche, parce que j'en suis, mais pour l'instant, nous sommes des partis différents, des partis qui se mettent ensemble pour créer une dynamique qui s'appelle le front de gauche. On sait pertinemment qu'ensemble, on a des différences et des cultures différentes. Nous sommes 7 mouvements politiques dans ce front de gauche. Les 7 ne sont pas de la même force. On est disparate, mais en même temps, on a une volonté commune. C'est qu'en ayant des cultures différentes, moi j'étais socialiste pour tout vous dire. Et j'ai quitté le Parti socialiste. Mais par contre, nous avons des camarades qui sont communistes et d'autres qui sont sans parti, et d'autres qui viennent d'horizons différents, et d'autres qui n'étaient sans parti politique et qui aujourd'hui adhèrent à la démarche du front de gauche. Donc aujourd'hui nous sommes au milieu d'une période et d'une création de quelque chose d'autre. Les présidentielles ont été une étape importante dans laquelle notre candidat Jean-Luc Mélenchon a fait émerger une idée politique nouvelle dans ce pays. C'est qu'on n'est pas voué à accepter tout ce qu'on nous fait. On peut relever la tête et on peut changer aujourd'hui l'ordre national, l'ordre européen et l'ordre international. Parce qu'au-delà du phénomène français, c'est au sein de l'Europe que l'on fera bouger les lignes. Et aujourd'hui, on a des échos qui se produisent dans d'autres pays européens et qui suivent l'exemple de ce que l'on a fait en France. Mais c'est aussi dans le monde entier. Je parlerai de l'Amérique latine, qui aujourd'hui, on a des exemples qui ont permis qu'on puisse demander aux États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui de laisser quand même chaque peuple décider lui-même, mais ça se produit aussi dans de nombreux pays. Donc nous avons un internationalisme en nous, et qui est fort, parce que le monde est un. Les êtres humains sont un sur cette planète, où qu'ils soient. Et ils ont les mêmes droits partout et les mêmes devoirs. Ils ont le même droit d'avoir aujourd'hui, de pouvoir décider par eux-mêmes de leur avenir. Ils ont des devoirs aussi que lorsqu'ils ont décidé, ensuite ils le mettent en application. Et lorsqu'on a parlé en leur nom, et si ça ne convient pas, ils ont le droit de dire non. Voilà, c'est l'humain. L'humain, il n'y en a qu'un. Cette planète, il y a des êtres humains. Où qu'ils soient, sur quelque planète, sur quelque continent que ce soit, donc ils existent. Donc c'est pour ça que la philosophie, la démarche qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, du parti de gauche, et du front de gauche maintenant, qui a été mise en commun dans cet exemple, permet qu'on peut parler d'une manière claire, où que ce soit, où que nous ayons aujourd'hui, la voix de la France doit parler avec cette tonalité-là, avec cette démarche-là. Et donc, le front de gauche, il est tributaire de l'ensemble de ces cultures. À partir de là, nous mettons en commun. La présidentielle, je le disais tout à l'heure, a été un élément conséquent. Ça a permis de cristalliser sur des objectifs qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule politique possible. C'est-à-dire le capitalisme. Il a fait la preuve aujourd'hui de son incapacité à régler les problèmes, à trouver des solutions
à faire que dans ce monde, les gens puissent vivre dans ce monde. Il a prouvé cette incapacité-là. L'autre élément, c'est que c'est parce que le communisme, on a vu son issue et son terme avec le mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, mais entre les deux, où il y avait, c'était la guerre froide, entre un bloc et un autre, il y a d'autres solutions. Et ces autres solutions sont à construire, pas seulement en France. Nous amenons notre pierre à l'édifice, mais on le verra au titre de l'Europe pour amener des pierres à l'édifice au titre de l'Europe. Et on le verra avec les autres continents, parce que les autres n'ont pas de leçons à recevoir de la France, ni de l'Europe, ils savent aussi faire aussi bien que nous. Donc, chacun, avec son histoire, est capable aujourd'hui de mettre en commun pour que le capitalisme ne soit plus l'alpha et l'oméga de les situations dont les peuples souffrent. Ça, c'est une évidence. Donc, quand j'ai dressé le tableau de ce que nous sommes, donc aujourd'hui on est venu parti de gauche, parce qu'on nous a dit, les gens ils veulent approuver ce que Jean-Luc Mélenchon, le soutenir, lui dire vraiment, c'est bien ce qu'il a dit, il faut qu'il continue. C'est ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure. Il faut qu'il continue, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut qu'en même temps on gagne des batailles électorales. Et puis qu'on se renforce. Eh bien, ce front de gauche, après cette présidentielle et ces législatives que nous souhaitons importantes, sur lequel mon collègue M. Toussaint vient de le dire, mais d'autres l'ont dit avant, il ne faut pas que l'Assemblée nationale, qui est le pouvoir du législateur, soit d'une même couleur politique, qu'elle soit à gauche, oui, mais avec tout l'arc de la gauche. Et pour ce faire, c'est comme ça qu'on pèsera et qu'il n'y aura pas une hégémonie à gauche d'un parti par rapport à d'autres. Donc notre bataille, elle est que nous soyons partie prenante, et nous sommes, puisque nous avons participé à l'élection de François Hollande, et vous l'avez dit, vous y avez participé aussi largement. Donc nous avons besoin de consolider la politique que nous mettrons en place dans ce pays. Pour consolider quelle politique et ne pas revenir à ce qu'on améliore à la marge le capitalisme, eh bien on a besoin des rapports de force nécessaires, comme cela se produit d'ailleurs dans chaque pays. Si on veut, c'est le propre même de la démocratie dans cette affaire. Donc voilà, donc on consolidera cela après. Nous aurons une convention en principe nationale avec toutes les forces composant le front de gauche à l'automne, et nos partis respectifs, une fois qu'on aura fixé le cadre de ce que l'on veut faire en commun et poursuivre en commun en France, mais aussi notre idée, c'est au-delà de la France, c'est-à-dire l'Europe. Et comme le disait Mélenchon, le continent africain, il est plus près de chez nous que l'Europe du Nord. Donc avec aussi toute cette bande de la Méditerranée sur laquelle nous avons besoin de travailler ensemble. Ça, c'est aussi... Les continents ne sont pas des continents immuables. Nous sommes plus près de certains autres continents que de plus éloignés de chez nous. Donc, ouais, donc on a tout ça à mettre en place. Et nous continuerons au mois de janvier par des congrès respectifs de nos partis qui permettront qu'on validera cette orientation, on ne la validera pas. Donc vous voyez, il y a encore des étapes à franchir, mais j'ai bien écouté ce que les uns et les autres vous disiez, c'est que vous souhaitez vraiment que cet excellent résultat, il ne faut pas m'écouter sur les termes, excellent résultat des présidentielles, sont dus par une campagne forte pour faire relever la tête de nos citoyens, des électeurs en France, et d'un peuple qui leur disait maintenant, il faut accepter et faire le dos rond. Bien là, ils ont relevé la tête. Nous sommes en capacité aujourd'hui de leur dire, il faut continuer, parce que c'est possible, mais sans vous, nous ne serons rien. Donc c'est bien. Donc j'en viens maintenant, pour être pas trop long, là, en 5 minutes à peu près, sur les questions qui sont abordées au niveau de l'international, notamment. Au titre de l'international, dans ce domaine, notre parti, notre front de gauche est internationaliste. Eh bien, je le disais tout à l'heure, nous-mêmes, ce que l'on considère, c'est ne pas avoir de pouvoir intervenir dans chaque pays. Vous savez, le droit d'ingérence qui a été choisi par Bernard Kouchner, notamment en commençant par la Yougoslavie, si ma mémoire ne me fait pas défaut.
dans cette affaire. On peut le mettre partout, c'est-à-dire on peut décider à la place des peuples ce qui est bon pour eux. Donc ce n'est pas acceptable. Donc ce qui a été fait dans les derniers temps, au niveau du gouvernement Sarkozy, c'était ni plus ni moins ce que nous appelons, ce que j'appelle à ma façon. Je pense que la France ne s'est jamais départie de sa démarche colonialisatrice. Et je crois que c'est de ce domaine-là, sur des contextes différents. On pense que pour ces peuples, qui sont l'ensemble de l'ancienne colonie française, dans ce cas-là, on peut leur dire, on est les grands frères, on va leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. On va les aider à pouvoir aujourd'hui régler leurs problèmes. Mais si on est à plusieurs décennies, à plusieurs siècles de la réalité, parce que les peuples, et ça c'est malheureux, mais rappelez-vous du discours de Sarkozy à Dakar, aujourd'hui, et comment aujourd'hui il avait pris le peuple africain, de mon point de vue, ça aussi, ça laisse des traces. Donc il faudrait que ce gouvernement, qui d'ailleurs l'a affirmé, il avait condamné quand il était dans l'opposition, aujourd'hui il faudrait mettre en place des mesures qui permettent qu'on puisse continuer sur la lancée pour dire, on vous a pressuré, tous ces pays-là, il n'y a pas que la France, mais d'autres aussi, on vous a pressuré, on a pris vos matières premières, on les a exploitées, nos entreprises multinationales ont fait beaucoup de profit là-dessus. Aujourd'hui, il faut qu'on vous rende ce que l'on vous a pris, que l'on vous a... Il faut qu'on vous le rende. Et pour vous le rendre, à partir de là, il faut des accords de coopération. Ces accords de coopération, c'est pas seulement... je vais vous donner... je parle trop, je parle trop fort. Donc voilà, donc pour aller dans ce sens pour tous ces pays, c'est-à-dire, je regardais tout à l'heure, je ne vais pas reprendre dans le détail, il y a des trucs, je connais bien ces pays africains. Dans une autre période, j'ai beaucoup fréquenté l'Afrique, je connais bien la Côte d'Ivoire, j'ai été plusieurs fois, je connais bien aussi le Congo, je connais bien aussi le Sénégal et le Cameroun, c'est-à-dire que ce sont des pays qui sont vraiment prenants et attachants. Et il y a beaucoup de choses à faire. Ce sont des pays qui peuvent vivre par eux-mêmes si on les laisse aujourd'hui fonctionner et agir et pouvoir réussir. Et dans ce cadre-là, tout ce qui est fait dans ces pays-là, que ce soit la matière première, ils ont la possibilité, ils ont les moyens de pouvoir aujourd'hui faire face à leurs besoins. Mais pour ce faire, il faut qu'aujourd'hui on les aide au niveau de la formation, de la technologie, de l'intelligence, pour les former, pour aujourd'hui leur dire on ne va pas vous laisser seuls, on va vous accompagner. Et pour cela, je suis scandalisé. Lorsque on nous disait qu'au niveau des pays en voie de développement, on allait faire aujourd'hui de l'aide à 0,1% du produit interne, du produit, oui, voilà. Mais il n'y a pas qu'en France, dans tous les pays, ça devait être ça. Et on est à 3 pour 1000. Si ma mémoire est bonne, hein. Je dis de... Ça veut dire qu'au lieu d'avancer, on a reculé. Alors, vous avez raison. On n'a pas tenu nos engagements. Et aujourd'hui, on voudrait demander des comptes ou leur dire voilà ce qu'il faut faire. Et pour ce faire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour terminer, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je considère que le propos de Jean-Luc Mélenchon, il l'a tenu pour d'autres pays, pas seulement pour la Côte d'Ivoire. C'est une démarche. On ne la fait pas parce que ça nous arrange. C'est une conception de la vie politique qu'il faut. Et lui, il a une conception de la vie politique. Où que cela se passe, il faut donner au peuple le choix de choisir et de décider par eux-mêmes. C'est ça la vraie démarche. Et pour ce faire, évidemment, il faut qu'aujourd'hui, on aide ces pays-là. Quand je vois que vous êtes à 50% au niveau de l'éducation dans votre pays, eh bien là-dessus, il y a de l'investissement à faire, sûrement pour qu'ensuite, les gens, les Ivoiriens puissent décider par eux-mêmes et qu'on les forme et qu'ils soient instruits dans ces cadres-là.
Donc ce sont des éléments sur lesquels on n'a pas à choisir entre M. Gbagbo ou M. Ouattara. Sauf que moi j'ai un avis. Je connais M. Ouattara avec M. Oufred Boigny, sur lequel les périodes où il y a eu aussi, je crois que c'était en 2002, après, lorsqu'il voulait être le successeur. 90. Voilà, je me perds dans les dates. 93. Et je crois même, si je me rappelle, il a été au niveau Premier ministre, mais il a été aussi, auparavant, il était dans l'organisation internationale. Il était au FMI. C'est-à-dire que c'est le FMI qui le plaçait parce que, voilà, c'est un peu ce que l'on fait dans d'autres pays aussi, où on va placer des gens du FMI, etc. C'est-à-dire, voilà, exactement. Voilà. Donc, cela, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et on choisit, sans connaître exactement la réalité, ou si on la connaît, ça veut dire qu'aujourd'hui on a des intérêts particuliers, et on choisit un candidat, un président par rapport à un autre. Et dans ces cas-là, la France n'avait pas à faire de choix, et c'est pas la France n'aurait jamais dû. Si M. Ouattara est là, c'est parce que la France l'a installé. Voilà, bravo. C'est cela la réalité. Elle l'a installé, s'il n'y avait pas eu l'armée, il ne serait jamais, et s'il n'y avait pas eu la licorne, il ne serait jamais national. Vous regardez tout. L'ONU, on veut, nous, en sortir. Jean-Luc Mélenchon, on le dit, il faut en sortir. C'est Sarkozy qui nous dedans. C'est l'OTAN. C'est l'OTAN. C'est l'OTAN, c'est pas l'ONU. Ça fait rien, c'est pas grave. On peut vous aider. Ah, vous changez, non. On peut vous aider, c'est Vous l'OTAN. éliminez ce que j'ai dit, vous dites l'OTAN. Voilà. C'est Sarkozy qui nous a installés dans cette affaire. Sarkozy, c'est le boy de Après, le FMI, on sait ce qu'ils sont en train de faire. C'est la France aujourd'hui qui manage le FMI et qui fait des choix et qui dit aux Grecs aujourd'hui, une ancienne ministre des Finances qui dit aux Grecs, maintenant, c'est parce que vous n'avez pas payé d'impôts. Vous allez dire ça au peuple grec? Vous allez dire ça? Donc c'est une manière d'accuser ce peuple. C'est une manière aussi au niveau du commerce international, on ne parle pas beaucoup. L'accord général sur le commerce et les services, vous en rappelez, c'est des pays sur lesquels on devait prendre aux uns pour donner aux autres, etc. Mais c'est quoi ça? Voilà, l'OMC, etc. Bien évidemment, tous ces organismes internationaux sont des organismes qu'il faudrait réformer. Et dans ce cas-là, le seul qui nous paraît à peu près convenable dans l'État, et qui ne dit pas qu'il ne faut pas aussi réformer, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est l'ONU actuellement, qui peut permettre aujourd'hui d'agir avec l'accord de l'ONU, mais pour éviter que chaque peuple décide à sa place. Il disait, lorsqu'on prend l'ONU, notamment comme la Libye, on a utilisé l'accord de l'ONU, après on a fait quelque chose de différent, totalement désaccord avec l'ONU. C'est Sarkozy, l'ONU, c'est Sarkozy. Obama, l'ONU. J'en arrête là, mes collègues répondront à d'autres questions si vous le voulez. Mais ça veut dire que j'ai bien pris en compte ce qui était les prisonniers. Là, je ne suis pas en capacité de vous répondre. Que ce soit la force licorne, parce que c'est au niveau régional, donc moi je n'ai pas les compétences pour ça. Je ne suis pas capable de vous apporter une réponse de ma part dans cette affaire. J'ai bien écouté aussi qu'on avait des ressortissants français qui sont emprisonnés sur lesquels il ne faudrait pas les oublier. Et dernier élément, c'est que nous sommes, une partie de la gauche. Mais il faut aussi convaincre l'autre partie qui est beaucoup plus grande, et j'ai vu que M. Toussaint, au Parti Socialiste, a des entrées aussi. Ce que l'on dit avec nous, il faut aussi qu'on essaye de le dire de l'autre côté. Et c'est ensemble qu'on trouvera peut-être une solution. Envoie les livres. Lèvez-vous, priez le son. Oh, je chante.
Gabriel.